Donc le thème de cette table ronde, les économies arabes face aux défis du XXIe siècle. Comme vous le savez, les pays de la région demeurent confrontés à des défis économiques et sociaux majeurs. Pour en citer quelques-uns, démographie galopante, inégalités et disparités criantes, chômage massif chez les jeunes, l'un des plus élevés au monde, économie parallèle, corruption endémique, insécurité alimentaire, autant de mots porteurs de lourdes menaces pour la stabilité et leur développement économique. À cela s'ajoute pour certains pays une inflation record et une dépréciation des monnaies locales qui va contribuer à l'érosion du pouvoir d'achat et au renchérissement des importations. Les économies de la zone MENA peinent donc à s'insérer dans la mondialisation et dont nombreux pays se trouvent aujourd'hui confrontés à un véritable dilemme. D'un côté, l'urgence des réformes structurelles, indispensables pour relancer leur économie, et de l'autre côté, la crainte des tensions sociales qui, comme on l'a vu, ont beaucoup secoué les pays de la région. L'équilibre est bien sûr très fragile. Mais il faut reconnaître que les pays de la région sont convaincus de la nécessité de réussir cette transition vers un nouveau modèle de développement économique qui soit plus productif et plus inclusif. Cela nécessite bien sûr de sortir de la culture de la rente, on en parlera tout à l'heure avec le spécialiste, notre professeur d'économie Mouhoub El Mouhoub, de mettre en place un nouveau cadre permettant le développement du secteur privé et attirant les capitaux étrangers, tout en favorisant l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et les femmes. Mais cela requiert aussi de faciliter l'accès au financement, de favoriser le développement du capital investissement, le private equity notamment, sans oublier les dispositifs de microfinance pour s'adresser notamment à cette jeunesse et aux femmes. Il est aussi indispensable de mettre en place une législation plus favorable et plus en phase avec la culture entrepreneuriale, investir dans les infrastructures, notamment digitales, à travers les fameux partenariats public-privé dont Veolia nous parlera tout à l'heure, et bien sûr de développer un système éducatif qui soit plus en phase avec les besoins du marché. À l'heure où les débats autour des relocalisations, les probables guerres de monnaie qui sont en train de façonner le modèle économique que nous connaissons, et où la 4e révolution industrielle poursuit inexorablement sa voie vers une mondialisation marquée clairement du saut du numérique, il me semble très important aujourd'hui de réfléchir ensemble à la place des économies arabes dans ce monde incertain et très compétitif qui se dessine peu à peu. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc le professeur El Mouhoub Mouhoub, qui est professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Il est aussi le vice-président de Paris-Dauphine. Il est expert des économies des pays émergents et notamment des stratégies de diversification des pays de la zone. Il est aussi un spécialiste reconnu du rôle des diasporas dans le développement économique. Notre deuxième invité est Alexandre Kateb, économiste et expert de la région MENA, qui vient de publier un remarquable ouvrage, Les économies arabes en mouvement. Enfin, mon troisième invité est Moustapha Kamel Nabli, économiste, ancien ministre du Plan de Tunisie de 1990 à 1995, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, ancien économiste en chef MENA à la Banque mondiale. Merci d'être là avec nous. Ma première question sera pour le professeur Mouhoub. Mouhoub, quel regard portes-tu sur les transitions économiques en cours dans la région MENA? Quels sont les défis auxquels ces pays doivent faire face? Et penses-tu qu'aujourd'hui, les solutions qui sont proposées sont adaptées à la situation? Merci. Tu me donnes 2 heures. C'est compliqué comme question. Une très grande question, c'est une très importante question. Mais il faut la ramener à 2 ou 3 choses. En tout cas, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde. Et je suis très heureux d'être avec les amis qui sont autour de moi. C'est une question très compliquée. En fait, le monde arabe, c'est trop hétérogène. Il y a des différences entre les différentes économies. Je vais citer mon ami Moustapha Nabli, qui a fait une très belle typologie des pays de la région. Ça lui évitera de le faire. En fait, on a des pays qui sont des pays
qui ont beaucoup de richesses naturelles très riches, mais qui ont peu de population et dont les contraintes sont faibles, c'est les pays du Golfe. Donc ceux-là, ils ont une sorte de défis géopolitiques dans la région qui sont majeurs. Ils ont aussi des défis de transition, parce que François Sarkozy connaît très bien l'Arabie Saoudite, il pourra nous en parler mieux que nous. Il y a des problématiques aussi de mobilisation de la force de travail locale, et pas seulement de recourir à une immigration temporaire, et surtout problématique pour tous ces pays de diversification. Mais les contraintes ne sont pas les mêmes pour ce premier groupe, parce que la rente par tête, c'est-à-dire la rente gazière et pétrolière par tête, est extrêmement élevée, même si elle a baissé avec la baisse du prix du pétrole qu'on a eu en 2014, puisque vous savez que le cours du prix du pétrole est passé de 120 $ le baril à quelque chose comme 60 aujourd'hui, entre 60 et 70, et il avait eu une baisse beaucoup plus forte en 2014. Malgré tout, il y a un deuxième groupe de pays, qui est un groupe de pays qui est riche en ressources naturelles, c'est ta typologie, Mustapha, mais qui a aussi beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de population, donc une très forte population. Donc ces pays-là ont des contraintes beaucoup plus fortes que le premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à une arrivée chaque année de masse de jeunes sur le marché du travail. Ils ont beaucoup de population. Et leur rente par tête, gazière par tête, celle de l'Algérie, celle de l'Irak, celle de l'Iran, tous ces pays sont dans ce deuxième groupe, ce qu'on appelle des pays à revenus moyens, pétroliers mais à revenus moyens. Eh bien, leur rente par tête est 10 fois plus faible en moyenne que celle du premier groupe, avec des contraintes d'arrivée sur le marché du travail de jeunes qui sont absolument considérables. Et puis on a un troisième groupe, je continue à te citer. Ce troisième groupe, ce sont des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui ont beaucoup de main-d'œuvre aussi, qui arrivent sur le marché du travail. Alors on peut citer le Maroc, la Tunisie, l'Égypte aussi, malgré tout, fait dans ce premier groupe, dans ce troisième groupe. Donc vous voyez que cette typologie est plus intéressante que des typologies qu'on peut avoir plus fonctionnalistes ou plus essentialistes sur le monde arabe, qui ne veut rien dire. Mais là, en fait, on a une double contrainte à regarder, la question des revenus, la question de la mobilisation de la force de travail et la question de la dynamique du marché du travail, qui n'est pas la même en termes de contraintes dans l'un ou des autres pays. Ayant dit cela, ayant marqué ces différences majeures, ce qu'on peut dire, c'est que ces trois groupes de pays, finalement, connaissent des fléaux communs, malgré tout. Et ces fléaux communs, j'en avais cité 7 pour faire penser aux 7 plaies, mais, que vous connaissez, mais je vais m'en arrêter très rapidement de manière synthétique pour ne pas trop peser sur la discussion. Il y a des plaies communes, des fléaux communs à ces pays, et vous les analysez, vous regardez les chiffres, c'est très clair. Ce sont des économies peu diversifiées, qui concentrent les ressources sur peu de secteurs. Les hydrocarbures pour les pays comme l'Algérie, par exemple, 35% du PIB, 98% des recettes extérieures, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de pays qui ont qui n'ont pas réussi à diversifier leur économie. Cette plaie de l'hyperconcentration de l'économie sur peu de secteurs, bien, elle engendre une conséquence clé, qui est une deuxième plaie, qui est finalement que ces pays ont les taux de participation de la force de travail les plus bas du monde. Vous savez, la taux de participation, c'est le fait qu'on prenne une génération en âge de travailler, 15-60 ans, et on regarde la part de ceux qui sont inscrits dans la population active. Et on voit que c'est 40 à 50%, donc c'est très bas, comparé à une moyenne, disons, de 70% dans d'autres pays. Et ce taux de participation très bas est dû au fait que le taux de participation des femmes est très faible, environ entre 17 pour le plus mauvais qui est l'Algérie, jusqu'à 25% pour les meilleurs, par exemple la Tunisie ou d'autres pays. Mais les taux restent faibles, extrêmement faibles, comparé à ce qu'on a en Asie, par exemple. La troisième plaie de ces pays, c'est que la croissance, tu l'as dit François, n'est pas inclusive, au sens que ça ne veut pas rien dire le fait que la croissance ne soit pas inclusive. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des taux de croissance de 8% par an du PIB, c'est-à-dire des richesses produites par année, mais ça enrôle très peu de personnes finalement, très peu de gens sur le marché du travail. Et donc, de ce fait, on a une économie qui peut produire des richesses, mais ces richesses vont être concentrées sur peu de secteurs et peu d'individus. Et quatrième plaie, qu'est-ce que vous faites de cette jeunesse que vous avez formée? Parce que là, c'est un point commun aussi à tous ces pays, mais c'est le produit aussi de la décolonisation. Je vais utiliser une double négation, ce qui n'est pas très bien, mais je vais le faire. Les États de la région, quelle que soit leur nature, n'ont pas pu ne pas répondre, en
néanmoins a une aspiration profonde qui est celle de l'accès à l'éducation, car à la sortie de l'indépendance, des indépendances, vous avez eu un taux d'éducation très bas, extrêmement bas. Il était d'ailleurs beaucoup plus élevé dans le cas algérien avant la colonisation en 1830 par rapport qu'après. Donc il s'est dégradé totalement et donc il y avait une aspiration. Donc on a créé en masse des diplômés de l'enseignement supérieur. Je cite le cas de l'Algérie. Dans le cas de l'Algérie, le taux d'inscription de l'enseignement supérieur est passé entre 2011 et 2016, vous avez très peu d'années, juste au moment de l'arrivée des printemps, ce qu'on appelait les printemps arabes en Tunisie, de 50% à 62%, une augmentation de 12 points de taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Tous ces pays ont créé des bâtiments pour mettre des étudiants en masse. Bon, évidemment, la conséquence, c'est qu'on a une crise des systèmes d'éducation qui est féroce, avec une problématique de qualité de l'éducation, mais vraiment féroce, très difficile à combattre, et dans le cadre des institutions actuelles. Et puis, ces masses de diplômés qui sont, disons, produits chaque année, eh bien, ça présente un problème qui est fondamental, c'est qu'il y a des problèmes d'offre de travail inadaptés à la demande des entreprises. Ça, c'est un point qui fait que le taux de chômage des jeunes est très élevé. Et caractéristique des pays de la région, le taux de chômage est croissant avec le niveau de diplôme, ce qui n'est pas le cas ici, par exemple, dans les pays d'Europe, les pays industrialisés, on dit que le diplôme est protecteur contre le chômage. Ici, ce n'est pas le cas. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, parce que je travaille plus particulièrement sur l'Algérie en ce moment, ça m'obsède, et plus que la Tunisie, mais bien que ça m'obsède aussi, eh bien, vous avez un taux de croissance, un taux de chômage qui est croissant avec le niveau d'éducation, très bas pour les peu qualifiés, très peu qualifiés, relativement bas pour les moyennement qualifiés, dans l'enseignement secondaire. Puis quand vous arrivez au supérieur, vous avez un taux de chômage extrêmement élevé. Alors, ce taux de chômage élevé, c'est en réalité lié aux femmes aussi, hein, bien entendu, mais pas seulement. Les femmes donc, sont surreprésentées parmi les diplômés, et elles sont sous-représentées parmi les participants au marché du travail. Là, j'en suis à mon 4e fléau. Et le 5e fléau, je ne sais pas si j'en ai sauté un ou pas, peut-être que je me suis perdu entre-temps, c'est la conséquence de ceci. Vous avez produit en masse des diplômés, et qu'est-ce que vous en faites? Donc vous en faites peu de choses. Il y a des expériences, en Tunisie par exemple, il y a des expériences de stage, etc., qui ont fait que les jeunes ont pu s'insérer mieux sur le marché du travail quand il y a des politiques d'accès au marché du travail que quand il n'y en a pas. Mais grosso modo, ça reste un problème. Le secteur public ne peut plus remplir son rôle puisque la baisse des dépenses publiques est partout dans la région une réalité. On est passé à peu près de 50% du PIB dans les années 70 à 25% du PIB des dépenses publiques aujourd'hui, du PIB. Donc partout, on a une réduction des marges de manœuvre de l'État. Donc en fait, créer des emplois publics, alors la Tunisie est un peu particulière, mais Mustapha en parlera mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup d'emplois publics qui ont été créés, mais la plupart des pays ont quand même eu une diminution de leur emploi dans le secteur privé, dans le secteur public. Alors qu'est-ce qui se passe? Le secteur formel privé, celui des entreprises qui sont là, ça ne représente que 10% de l'emploi total en moyenne dans la plupart des pays de la région. Donc il n'y a pas seulement un problème d'offre de travail de la part des entreprises, de la part des travailleurs, dont l'offre serait inadaptée aux demandes de travail, il y a un problème de périmètre très fort de la demande de travail par les entreprises qui est insuffisante, puisque le secteur privé est en situation de faiblesse un peu partout, donc il n'arrive pas. L'emploi se concentre sur les très très petites entreprises, ou les très 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 grandes, et l'emploi dans les entreprises moyennes est relativement faible. Vous avez cette situation qui fait que vous avez donc un problème de demande de travail qui est lié aussi en partie, pas partout, mais dans pas mal de cas communs aussi, point commun des pays de la région, qui est lié au premier point, le fait que votre croissance économique soit concentrée sur peu de secteurs, des secteurs de rente en particulier, pour le cas d'Algérie par exemple, ben ça produit quoi? Ben ça produit des relations entre les entreprises et l'État qui sont des relations de connivence entre les clans au pouvoir et l'État. Et cette relation de connivence crée, c'est pas de la corruption, c'est légal, parce qu'on crée le droit pour que ces relations soient légales. Il y a aussi de la corruption. Et bien, ces relations de connivence créent une situation dans laquelle vous avez évincé les meilleures entreprises possibles, les plus productives, en donnant des privilèges à celles qui sont en relation de copinage avec les gouvernements ou les États. Et ça a des effets, il y a une littérature assez intéressante là-dessus, ça a des effets délétères évidemment sur la possibilité de créer des emplois privés formels pour que les jeunes qui sortent du marché du système d'éducation puissent avoir un emploi décent. Et quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a un lien avec
la sixième plaie. Quand vous regardez ce qu'on appelle les rendements du capital humain, c'est-à-dire les taux de salaire auxquels devraient aspirer les jeunes qui ont fait des études de l'enseignement supérieur. Évidemment, ils sont beaucoup plus élevés dans le secteur formel privé, potentiellement, que dans le secteur public. Et encore plus élevés que dans le secteur informel. Mais comme il y a très peu de place pour aller dans le secteur formel privé, bien, les rendements du capital humain sont ceux du secteur informel, parce que l'État ne peut plus recruter. Donc on oublie le secteur public, sauf dans le cas tunisien encore une fois, mais l'État ne pouvant plus recruter, les secteurs privés étant atomes, très petits, bien il reste le secteur informel qui s'est développé considérablement. Au lieu qu'il y ait une baisse de l'informalité, on a eu une croissance de l'informalité dans ces économies. Bien, évidemment, c'est la conséquence. Donc, conséquence clé de ce système très fermé, peu diversifié, bien, les jeunes qui aspirent à un emploi décent, avec des revenus décents, ne peuvent que trouver le secteur public dans certains cas, ou bien le secteur informel, ou bien, dernière plaie, un taux d'expatriation anormalement élevé. Et voilà, je termine là-dessus. Le taux d'expatriation des pays de la région, des qualifiés, est anormalement élevé par rapport à quoi? Eu égard aux revenus par tête de ces économies qui sont des économies à revenus intermédiaires. Ce ne sont pas des économies pauvres, ce sont des économies, selon les critères de la Banque mondiale, classées comme des pays à revenus intermédiaires, ou même pour certaines. Et donc, en fait, on devrait avoir des taux d'expatriation de qualifiés selon la littérature économique qui est bien documentée aujourd'hui sur ces questions. Si vous prenez des pays qui ont les mêmes revenus par tête, on devrait avoir un taux d'expatriation des qualifiés, un taux d'émigration des gens qui sont diplômés d'enseignement supérieur, qui devrait être inférieur à 10%. Disons entre 6 et 10 pour aller vite, c'est empirique, c'est pas théorique, mais c'est comme ça. Eh bien, dans le cas de l'Algérie, on n'est pas éloigné de celle qui exhibe les pays pauvres, c'est-à-dire les taux d'expatriation, dans le cas des pays de la région, je veux dire, pas seulement l'Algérie, mais on est entre 20 et 25% de taux d'expatriation des qualifiés, ce qui est énorme, évidemment. Donc on ne bénéficie pas des effets de la fuite des cerveaux. Donc voilà, mais les 5 ou 6 fléaux de ces économies, le point commun, le dernier point commun entre toutes ces économies, c'est que les institutions sont toutes des institutions dans lesquelles vous avez des États autocratiques ou des démocraties, des États autoritaires cachés derrière la démocratie. Et dans tous ces pays, vous avez eu un bouleversement, des bouleversements, des volontés de sortir de ce marasme par des soulèvements. Et ces soulèvements sont à la fois organisés de manière régionale. On voit l'Algérie, le Liban, depuis 2011, le fait que ça a reculé dans certains endroits ne signifie pas que c'en est terminé. C'est des mouvements d'aller et retour, de flux et reflux, ça va prendre du temps, mais les soulèvements sont le produit de cette contradiction d'économies qui ont réussi une transition démographique, c'est-à-dire que le taux de fécondité a chuté, a rejoint celui des pays développés, ont réussi à élever le niveau d'éducation malgré tout, en dépit de la mauvaise qualité de l'éducation aujourd'hui, mais quand même, et les gens sont devenus beaucoup plus éduqués, et les élites sont impatientes et demandent leur part de la participation. Et je citerai Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui montrait bien que ce n'est pas dans les moments de marasme et de misère que les élites se révoltent, c'est dans les moments contraires d'avancée et de réforme. Ce fut le cas d'ailleurs en France, comme le montrait Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Donc c'est un paradoxe des soulèvements, mais les soulèvements se font quand il y a des progrès. Donc dans ce cas-là, une fois dit tout cela, il y a des transitions qui se meuvent, qui se mettent en place, qui doivent se mettre en place. Le constat que je fais, moi, aujourd'hui, et mes collègues reprendront là-dessus, je pense, peut-être une vision un peu différente, c'est que il y a un dilemme de ces pays, et ce dilemme, il est, disons, cristallisé dans la crise algérienne d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la crise ou le soulèvement de l'Irak. C'est que vous avez une relation de causalité qui est compliquée entre la transition politique et la transition économique. Dans le cas de l'Algérie, on n'aura pas de diversification digne de ce nom si on ne réussit pas la transition politique. Dans le cas de la Tunisie, on a réussi la transition politique, mais on a raté la transition économique. Donc vous voyez que les configurations ensuite entre les différents pays vont être assez compliquées. Mais dans le cas de l'Algérie, en tout cas, pour parler d'un pays du Maghreb, puisqu'on est dans le Maghreb des livres, il est absolument évident que toutes les annonces du gouvernement, y compris de la réplication de ce gouvernement-là, ce nouveau gouvernement de post-élection 12 décembre, eh bien, malgré tout, les annonces qui ont été faites sont des annonces
de business as usual, mais dans la rente, c'est-à-dire on relance le gaz de schiste, on fait quelques réformes, avec pas vraiment une stratégie de pilotage de ces réformes, parce qu'on ne peut pas les imposer s'il n'y a pas une participation plus grande de la population, des forces vives, de ceux qui sont là en train de penser. Et là aujourd'hui on est dans une très grande difficulté parce que l'Algérie n'a plus que 2 ans de réserve de change à peu près. C'est pas le cas, c'est pas non plus le collapse, c'est pas le Venezuela, c'est pas même pas le Soudan. On est dans une situation bien meilleure en tant qu'Algérien, donc il y a de la place pour une politique de transition digne de ce nom, mais cette politique de transition elle est rendue extrêmement compliquée du fait de la crise politique qui se perpétue depuis les élections. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a toujours pas, du point de vue de la confiance qui aurait pu être établie, si vous voulez, une projection dans l'avenir claire qui fasse que l'ensemble de la population participe à ce changement et à cette transition. Voilà un peu, pour ne pas être accaparé la parole trop longtemps et laisser mes collègues, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour vous dresser juste un peu l'état des lieux et la problématique de la transition qui est vraiment compliquée. Merci Mourou pour la qualité de cet exposé. Je vais maintenant m'adresser à Mustapha. Mustapha, selon vous, les pays de la région, sont-ils en mesure ou disposent-ils des leviers pour faire face aux défis de la mondialisation et des révolutions? Merci. Tout d'abord, merci pour les organisateurs et pour être là et pour pouvoir nous engager dans ce débat que j'espère utile. Je voudrais rebondir sur le dernier message de Mourou, parce qu'il a dit quelque chose d'important et je voudrais ajouter quelque chose. Il a dit que l'Algérie ne peut pas faire sa transition économique si elle ne fait pas sa transition politique. Je voudrais commenter sur cela et dire la chose suivante. Oui, l'Algérie ne pourra pas faire la transition économique si elle ne fait pas la transition politique, mais à l'inverse, le fait de réaliser la transition politique ne veut pas dire qu'elle va réussir la transition économique. Et c'est ça le message sur lequel je vais insister. On est parti en Tunisie, comme ailleurs, en Égypte et ailleurs, suite aux révolutions de 1910-1911, sur l'idée que avec la démocratie, la liberté, etc., on va réaliser tous les rêves que nous n'avons pas réalisés avant, parce qu'on va éradiquer la corruption, on va avoir la bonne gestion, on va améliorer les conditions des gens, etc. Et il suffit d'avoir de la liberté, de la démocratie, et puis c'est le paradis et au coin de la rue. Et on a réalisé que c'était un leurre. Ce n'était pas du tout le cas. Et qu'on peut réaliser, peut-être commencer à réaliser, pas réaliser, la transition politique et la transition démocratique et rater complètement les enjeux et les défis économiques. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de dire dans mon livre qui a été publié l'année dernière, qui est présenté dans le magasin des livres. Et pourquoi cela? C'est assez compliqué, c'est assez long, c'est une longue histoire, mais essentiellement le message est le suivant, c'est que lorsqu'on fait une transition politique, on a un système politique qui est en place. Mais le nouveau système politique n'est pas en place. Et étant donné la complexité des enjeux qui viennent d'être des enjeux économiques, qui viennent d'être décrits, il faut avoir une capacité de l'État qui soit suffisamment forte, qui soit suffisamment compétente, qui soit suffisamment prévoyante, qui peut planifier sur le long terme, sur le moyen terme, et qui peut prendre des décisions et les appliquer. Or, tout cela, pendant les transitions politiques, disparaît. On n'a plus de vision de long terme. On a une capacité à exécuter les décisions politiques qui est très faible. On a une incertitude énorme qui se crée.
dans le domaine économique et social, sans parler du système politique. Et surtout, on a la prépondérance ou l'émergence de la prépondérance de la médiocrité dans la gestion des affaires publiques. Parce que pendant la transition démocratique, l'éruption du politique fait que la loyauté devient plus importante que la compétence et que cela rend la gestion des affaires publiques une question extrêmement incertaine et généralement mauvaise. Et c'est pour ça qu'on s'engage dans des situations où on perd les repères et on fait de la mauvaise gestion, on ne prépare pas l'avenir, on ne s'occupe pas des choses fondamentales et l'État se détériore. Donc il faut faire très attention de penser qu'avec la transition politique, on va réaliser la transition économique. Mais je voudrais ajouter un autre message. Et c'est celui-là, le deuxième message, le suivant, qui est un peu en relation avec ce que je viens de dire. En fait, ce que Mouhoub nous a dit, c'est les enjeux, les défis et les grands problèmes des pays de la région tels que nous les avons compris pendant les 20 dernières années. C'est depuis les années 90, à peu près, on a un diagnostic plus ou moins clair de ces défis-là, de ces problèmes. Mais en fait, le problème, c'est que pendant les quelques dernières années, les 10 dernières années au moins, il y a de nouveaux problèmes qui sont apparus, de nouveaux défis qui n'étaient pas présents ou qu'on avait ignorés avant et qui rendent la situation encore plus complexe et plus difficile. C'est les défis du XXIe siècle qui sont apparus. Et je voudrais prendre 2 minutes pour dire un mot de ces défis. Il y a des défis au niveau mondial, des défis au niveau régional et des défis au niveau de chacun des pays. Au niveau mondial, vous connaissez tous, je ne vais pas parler, il y a 3 défis importants qui ont surgi sur la scène mondiale. C'est la fin du multilatéralisme. Nous sommes dans une situation où, chacun pour soi, le souverainisme est de mise, chacun pour soi, et les États-Unis mènent la danse dans cette histoire-là, et tout le monde suit. Donc, le système multilatéral tel que nous l'avons vu, et qui a créé un cadre pour le développement des pays pendant les 30 dernières années, ou 40 dernières années, ou même depuis les 50 dernières années, est en train de disparaître sous nos yeux. Deuxième chose, deuxième grand défi, nous avons des changements technologiques d'une rapidité, d'une importance fondamentale qui sont en train de structurer l'économie mondiale, telle que nous ne l'avons jamais vue auparavant. C'est-à-dire l'économie, la transformation digitale au niveau mondial, qui est en train de transformer les chaînes de valeur, transformer la nature du travail, les conditions de travail, etc., sont en train de changer totalement le système économique mondial de façon. Troisième chose, la question du changement climatique qui s'impose comme étant un problème majeur au niveau mondial et qui a des répercussions énormes sur nos pays. La région, on peut en parler longuement. Donc au niveau mondial, il y a des défis énormes, nouveaux, qui sont apparus. Au niveau de la région, il y a de nouveaux défis. La région est devenue une région qui était connue, on se plaignait il y a 20 ans, on se plaignait de la stabilité. Pourquoi c'est stable? Ça ne bouge pas, rien ne bouge. Rien ne bouge. Maintenant, tout bouge. Conflits, guerre civile, tout ce que vous voulez, nous l'avons. Et donc, du point de vue géopolitique, c'est une situation nouvelle. Situation nouvelle que nous n'avons pas connue et qui impacte chacun des pays à sa manière. C'est le rôle du pétrole, des hydrocarbures dans l'économie mondiale, dans la géopolitique a changé. La pertinence et l'importance des pays de la région du point de vue géopolitique est différente et tout ça est différent. Et donc, ce qui avait constitué pendant de longues années, pendant à peu près 40 années, un système qui a permis d'amortir et de rendre un peu résilients les pays de la région, à savoir la prépondérance des ressources énergétiques qui huilaient un peu, et les migrations.
et l'immigration à l'intérieur de la région et à l'extérieur ont disparu. Il n'y a plus. Ces mécanismes-là qui amortissaient un peu les chocs ont disparu. Et donc le contexte régional est extrêmement différent, extrêmement plus difficile que ne l'était il y a 20 ans ou il y a même 15 ans. Au niveau de chacun des pays, et là on peut parler, il y a énormément de nouveaux problèmes. On ne parlait pas de reconstruction avant. Maintenant, on parle de construction en Libye, de Syrie, d'Irak, de Liban, Yémen. On parle de reconstruction dans tous les pays. On parle de nouveaux défis sur les questions des inégalités, de la répartition des revenus. Ce n'est pas un problème majeur. Ce n'est pas perçu comme étant un problème majeur il y a 20 ans. Aujourd'hui, la question de la répartition des revenus devient un problème majeur dans chacun des pays de la région et qui prend des formes multiples et diverses. Donc, sans être long, c'est-à-dire, vous voyez, la situation a été compliquée, suffisamment compliquée, les défis comme les fléaux, étaient nombreux, mais on a ajouté d'autres. Mais qu'est-ce qu'on a de notre côté? On a des États qui sont de moins en moins capables de faire face à ces défis. Les États, que ce soit dans les pays touchés par les révolutions ou dans les autres, que ce soit en Algérie avec le système qui a prévalu jusqu'à maintenant, qui est mis en place, ou que ce soit même au Maroc ou ailleurs, les États, la capacité des États à faire face et à gérer ces défis-là est beaucoup plus faible. Et donc, nous sommes dans une situation, donc, dans les perspectives du XXIe siècle, lorsque je regarde 30 prochaines années, je regarde les 50 prochaines années, je trouve que le problème fondamental se trouve au niveau de l'État, de la nature de l'État et de la capacité de l'État à gérer ces défis-là. Et si on ne se remet pas à la reconstruction de cet État pour qu'il puisse faire face à ces défis-là, donc nous allons perdre ces défis-là. Et donc, et ça revient à mon message initial sur la question de la transition politique. La transition politique doit être accompagnée, doit se faire en même temps qu'il y a une reconstruction de l'État. Parce que beaucoup de cas, la transition démocratique ou la transition politique est une façon de détruire l'État, de détruire les structures de l'État. Et ça va à l'encontre de ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est la transition politique, oui, mais il faut que la transition politique se fasse dans telles conditions à ce qu'elle aide à reconstruire l'État, un État qui soit différent, un État qui soit capable de faire face aux défis, répondre aux besoins, répondre aux demandes, mais pas seulement répondre aux intérêts particuliers des groupes d'intérêts qui arrivent au pouvoir et que s'accaparent le pouvoir à leur intérêt. Et c'est pour ça que ce que nous voyons aujourd'hui est une façon de la réaction de la rue. La rue, elle voit que les systèmes politiques et les États aujourd'hui ne répondent plus à leurs besoins. Ils les rejettent. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en rejetant le système politique existant, ils sont en train aussi de remettre en cause l'État. Et en remettant en cause l'État, on est en train de détruire la barque dans laquelle on est embarqué. Je vais m'arrêter là pour vous. Merci beaucoup. On va voir une vision un petit peu plus optimiste avec Alexandre qui, dans son remarquable ouvrage, porte un nouveau regard sur les économies de la région. Alexandre, sur quel levier tu t'es appuyé pour avoir cette vision plus optimiste des économies des pays de la région? Merci François, merci à Coup de Soleil de m'avoir invité à ce Maghreb en ce débat passionnant avec d'imminents spécialistes et collègues. Et donc, effectivement, désolé pour le bruit. Effectivement, moi j'ai essayé, alors tout ce qui a été dit par Mourou, par Mustapha, tout ça, je l'intègre complètement à mon compte et je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. En effet, les grandes tendances qui ont été décrites sont effectivement les tendances de fond qui traversent cette région et qui l'ont traversée depuis au moins les 40 à 50 dernières années. Les dynamiques qui ont été décrites aujourd'hui ne vont pas disparaître du jour au lendemain, bien entendu. J'en parle aussi dans mon livre, effectivement. Si je devais parler des problèmes, effectivement, je les aborde aussi,
c'est notamment le problème de la rente pétrolière qui irrigue la région et qui irrigue non seulement les pays exportateurs nets de pétrole et de gaz, mais aussi tous les autres pays de la région par des mécanismes de rente dérivés en fait de cette rente des hydrocarbures. On le voit très bien par exemple au Moyen-Orient, en Syrie, en Jordanie, au Liban, où tous ces pays vivent et ont vécu pendant très longtemps de l'exploitation de la rente dans les monarchies du Golfe, à travers la main-d'œuvre qui était employée dans ces pays, les entreprises qui ont été créées, les dynasties d'affaires même qui ont été créées entre les pays du Golfe et le Levant. On en a un exemple avec la famille Hariri notamment au Liban, et on a eu cette espèce un peu de psychodrame souvenez-vous, fin 2017, avec cette prise d'otage où il a fallu que notre cher président Macron aille libérer un petit peu cet écheveau et finalement rendre sa liberté à ce pauvre Hariri. Fils, mais néanmoins... Pardon ? Riche. Voilà, tout à fait. Mais néanmoins, effectivement, c'est symptomatique de cette dynamique de la rente qui irrigue tous ces pays. Les défaillances des États, ça a été souligné également. Je ne vais pas m'attarder, moi, sur les États vraiment, les États faillis, comme disent les Américains, c'est-à-dire les cas aujourd'hui les plus pathologiques, que ce soit la Syrie, que ce soit le Yémen, que ce soit la Libye, ou que ce soit l'Irak aussi d'une certaine manière, où là, l'État a implosé finalement, et donc il n'y a même plus d'État. Et donc on ne peut même plus critiquer l'action de l'État, il faut remettre un État déjà, rétablir l'État, c'est une première chose. Donc, après, quand on regarde dans les autres pays, ce que moi j'ai essayé d'identifier, c'est des dynamiques de fond positives qu'on voit émerger notamment dans les jeunes générations et qui remettent en cause un peu ce statu quo et qui l'ont remis en cause au niveau politique, bien entendu, avec les soulèvements de 2011 et tous ceux qui ont suivi, mais qui l'ont aussi remis en cause au niveau de la gouvernance économique, au niveau des pratiques économiques. Et on a vu, à partir des années 2000, l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, une nouvelle génération d'administrateurs aussi, donc, qui ont commencé à insuffler des nouvelles pratiques. Et on a vu des groupes familiaux émerger dans un certain nombre de pays, justement les fameuses entreprises de taille intermédiaire, dont parlait Mouhoub, qui peut-être ne sont pas encore suffisantes aujourd'hui, à un niveau tel que ça permette de créer une dynamique de changement à grande échelle. Mais en tout cas, il y a eu un noyau dur d'entreprises qui ont été créées dans un certain nombre de pays, que ce soit la Jordanie, que ce soit le Maroc, et même l'Algérie, par exemple, ou dans les pays du Golfe, les pétromonarchies du Golfe également. Donc, un peu partout dans la région, on a eu cette prise de conscience d'une nécessité de mise à niveau de la gouvernance des structures économiques. L'idée de gouvernance même, de corporate governance, c'est-à-dire gouvernance d'entreprise, est devenue de plus en plus populaire, au point qu'un institut a été créé à Dubaï, avec une vocation régionale, et qui a commencé à produire des corpus et des normes pour transposer un petit peu tout ce qui a été fait en matière de gouvernance d'entreprise dans les pays occidentaux auparavant, une génération avant, c'est-à-dire les principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE, le rapport Cadbury en Angleterre, la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Donc il y a eu une volonté de transposer un certain nombre de cadres normatifs et juridiques dans ces économies. On l'a vu aussi dans les États qui ont repris à leur compte un certain nombre d'évolutions réglementaires, la création d'agences sectorielles, d'agences de régulation. Auparavant, tout était géré par des ministères, donc de manière très verticale. D'une certaine manière, ça continue à être le cas dans les faits, mais il y a eu au moins cette volonté, à un moment donné, de dissocier le pouvoir politique du pouvoir administratif et du pouvoir de régulation économique.
Et donc, il y a eu une inflation normative et législative, y compris dans des pays comme l'Algérie, où on a créé des agences de régulation des télécommunications, l'agence de régulation des hydrocarbures, l'agence de régulation de la santé, et dans beaucoup de domaines, en fait, il y a eu cette volonté de mise à niveau. Après, effectivement, quel est le résultat? Le résultat, c'est que dans la pratique, on continue à faire comme avant, malheureusement. Et donc, mis à part quelques exemples, finalement, on est revenu aux vieilles relations d'antan, de connivence entre le pouvoir politique et les entreprises, et toute la démarche un peu de transparence par les appels d'offres, la réforme des codes des marchés publics, tout ça. Finalement, les progrès ont été inégaux. Dans certains pays, il y a eu des progrès. En Égypte, vous avez certains secteurs qui échappent plus ou moins à l'emprise des réseaux de connivence. C'est tous les secteurs en fait où il n'y a pas les gros montants de capitaux. Par contre, quand vous allez dans le BTP, vous allez dans l'énergie, vous allez dans des secteurs qui sont très intensifs en capital, là, le rôle de l'armée et des hommes d'affaires proches du pouvoir est évidemment beaucoup plus important. Mais à la marge, si vous voulez créer une start-up informatique en Égypte, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon essai, c'est que j'ai vu quand même émerger, et à travers mon activité aussi de consultant, j'ai vu émerger cette nouvelle génération, notamment dans des secteurs qui, pour l'instant, sont assez marginaux et périphériques dans ces pays, et qui commencent petit à petit à acquérir une certaine visibilité. Les startups dans l'économie numérique, c'est un exemple. Alors pour l'instant, c'est localisé. C'est parti des Émirats notamment, Dubaï qui est un petit peu le hub, comme souvent, et un peu précurseur en matière d'évolution. Dans le reste de la région, eh bien, on a eu les premières licornes arabes qui sont apparues. C'est-à-dire des entreprises du numérique avec une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Ça a été le rachat notamment de la société de VTC Carim, donc basée à Dubaï, par Uber, pour 3 milliards de dollars. Alors, on pourrait dire que c'est anecdotique, que ce sont des cas isolés, mais néanmoins, il y a aujourd'hui, autour de ces nouvelles sociétés, tout un écosystème qui s'est créé aussi dans le financement. On en parlera peut-être, mais les fonds de capital investissement qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans dans la région, aujourd'hui, vous n'avez plus de problème pour financer un certain nombre de projets très innovants. C'est des projets en général, c'est des copycats, c'est-à-dire qu'on réplique un concept qui a bien marché ailleurs. Un VTC, ça ne va pas révolutionner à la face de la Terre. Une entreprise de livraison de plats à domicile, non plus. Néanmoins, ça montre qu'il y a de l'espace pour des jeunes qui veulent se lancer dans ce type d'activité. Il y a aujourd'hui des financements. Maintenant, ce qui manque, c'est la capacité à passer à une échelle régionale. Et ça, c'est lié à cette fragmentation aussi de la région. Le problème qu'on n'a pas évoqué, c'est que cette région, qu'on appelle donc MENA, est composée de 25 pays qui ont chacun leur propre législation, leur propre réglementation, et qui ne sont pas intégrés entre eux, en tout cas qui communiquent très peu entre eux. Alors que tout, normalement, les inciterait à travailler ensemble et à développer ces entreprises à l'échelle régionale, que ce soit dans l'économie numérique ou dans les autres secteurs. Le problème entre le Maroc et l'Algérie, ça c'est vraiment caricatural de cette absence d'intégration entre deux pays où les structures productives, enfin je veux dire la culture, tout ce qui permet aux gens de communiquer entre eux, finalement tout ça c'est partagé. On a les mêmes réflexes, qu'on soit avec des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, les mêmes schémas de pensée. Mais malgré tout, on n'arrive pas à créer un écosystème sous-régional, y compris à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui manque? Pour moi, ce que je le dis dans le livre, alors je reprends l'idée de réforme de l'État. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Comme l'a souligné Mustapha et Mouroub, la réforme de l'État, c'est vraiment central. C'est-à-dire que l'État est le problème dans cette région, mais c'est aussi la clé de la solution. Parce que si on met à niveau l'État, si on met au niveau l'administration, si on inculque une nouvelle façon de travailler, beaucoup plus méritocratique, et il y a des exemples, par exemple,
aux Émirats notamment, cette culture du civil service très méritocratique, qui est aussi le résultat de l'histoire, mais globalement qui montre qu'on peut essaimer des logiques de productivité, y compris dans le secteur public. Donc il y a la réforme de l'État qui est fondamentale. Ensuite, le problème de la mise à niveau du tissu économique. Comment faire pour mettre à niveau des tissus économiques qui semblent bloqués aujourd'hui, autour d'activités entières? Et c'est là, en fait, en réfléchissant, je me suis dit qu'on stigmatise beaucoup la rente, mais peut-être que la rente, c'est aussi la solution. C'est-à-dire que si on se place dans une logique un peu schumpeterienne, finalement, toute l'économie est structurée par des rentes, y compris dans les pays occidentaux. Dans les grands secteurs comme l'économie numérique, on a des quasi-monopoles. Alors, ce n'est pas des rentes passives, c'est des rentes d'innovation. C'est-à-dire qu'on va attribuer un monopole pendant un certain temps à Microsoft, ensuite ce sera Google, ensuite ce sera Facebook, etc. Mais à condition que ça participe à la mise à niveau du système économique. Donc le vrai problème, peut-être, et ça c'est un débat ouvert, hein, c'est peut-être comment faire en sorte que les entrepreneurs qui émergent dans la région aillent plutôt vers des activités, vers ce genre de rentes-là, des rentes d'innovation, plutôt que d'aller vers des rentes passives qui en fait contribuent à la stagnation et à la perpétuation d'un système qui est frustrant parce qu'il n'arrive pas à créer suffisamment d'emplois et d'opportunités pour les jeunes. Merci beaucoup Alexandre. J'ai peut-être une petite question sur le sujet. Comme tu le sais, les pays du Golfe sont engagés activement dans une course contre la montre pour réussir leur diversification économique et devenir à la fois un pôle d'attraction et d'innovation. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont su profiter de leur position géographique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie et développer des activités du nouveau secteur de croissance dans l'aéronautique. On voit les grands groupes aujourd'hui qui dominent même certaines activités, que ce soit Emirates et d'autres, la maîtrise totale de l'amont et l'aval du secteur pétrolier et gazier. Où tu verrais au Maghreb aujourd'hui ces nouveaux secteurs de croissance pour porter, sachant que le Golfe a quand même été très soutenu par les fonds souverains. Les fonds souverains, comme on sait, les fonds souverains du Golfe sont extrêmement puissants. On parle de 3 000 milliards de dollars dans une région dépourvue de ressources financières, pas qu'elle est dépourvue, mais avec des ressources financières moindres. Comment aujourd'hui faire émerger ces nouveaux secteurs? Et est-ce que tu ne penses pas, dans le cadre du Maghreb des livres, parce qu'on est quand même un événement culturel, les pays du Golfe ont aussi réussi à faire en sorte de devenir un pôle d'attraction culturelle, en incluant le Louvre à Abu Dhabi, en créant un certain nombre d'événements culturels. Est-ce que tu ne penses pas que le Maghreb pourrait aussi devenir un pôle d'attraction culturelle? Alors oui, bien sûr. Dans l'absolu, je pense que le Maghreb a tout pour devenir un pôle d'attraction culturelle de par son bilinguisme ou son trilinguisme. Déjà, et ça c'est quand même, c'est une région qui a toujours été un carrefour de civilisation, un carrefour d'échange, de par sa situation géographique et de par son histoire. Donc, et on le voit, la plupart des jeunes dans la région, en tout cas ceux qui sortent de l'enseignement supérieur, qui ont été bien formés. Alors après, il y a le problème de la qualité de la formation, mais la plupart parlent et peuvent s'exprimer et comprendre trois langues au moins, français, arabe et anglais. Donc, quelque part, je dirais que le substrat en termes de capital humain, il est là. Maintenant, quels sont les vecteurs dans lesquels, les vecteurs de croissance nouveaux? Je pense que des secteurs comme l'économie numérique, par exemple, comme le secteur aussi de la pharmacie, qui a été pas mal développé, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, il y a eu des efforts en ce sens, et même les industries d'assemblage, qu'aujourd'hui on critique. Et l'industrie d'assemblage, quand c'est bien fait, entre guillemets, ça peut avoir un effet d'entraînement et ça peut permettre de créer de la productivité. Je pense notamment au secteur de l'électronique en Algérie, région que je connais, notamment la région de Bojboalic Sétif, dont est originaire mon père, qui est devenue une sorte de Silicon Valley algérienne, avec tous les guillemets qu'on veut, et qu'aujourd'hui on est en train de démolir avec des politiques qui sont totalement contre-productives, parce qu'on arrête l'assemblage, on a décidé que l'assemblage c'était une arnaque
on l'arrête du jour au lendemain, au lieu de prévoir une montée, une évolution en gamme de cette industrie. Merci. Une question pour vous sur un sujet qui intéresse aussi beaucoup de monde, je suis sûr, dans cette salle, c'est le rôle de la diaspora. Comment la diaspora aujourd'hui peut aider les pays du Maghreb à se développer, et aussi comment la diaspora peut aider au renforcement des relations entre la France et les pays du Maghreb. Merci. Si tu me permets, François, je veux dire 2 mots, mais vraiment rapides, sur le débat qu'on a eu là, parce qu'il me semble que c'est un débat extrêmement intéressant. Moi, je voulais savoir si on pouvait poser des questions aussi Oui, sur cette il y aura aussi une passer et ensuite, voilà. passer à l'autre. Voilà. On a un temps limité, il faut malheureusement. Voilà. Ok. Non, vraiment brièvement, je vais répondre à... je pense que ça mérite de se poursuivre cette question de la liaison entre transition politique et transition économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mustapha, en particulier dans le cas de la Tunisie. Je pense que quand on regarde le cas de l'Algérie ou le cas des États rentiers, ça me permet aussi de répondre à la question de la rente. Les États rentiers militaires, c'est pas la même chose que les États rentiers qui ne sont pas des États rentiers militaires. Là, la comparaison à faire, si on veut rentrer dans les détails, c'est comparer l'Algérie à l'Égypte. Dans le cas de l'Égypte, vous avez une armée qui gouverne directement et qui gouverne économiquement et politiquement directement, avec un autoritarisme quasi à la chinoise dans la capacité de mobiliser la force de travail. Dans le cas d'Algérie, vous avez une armée qui a une rente gazière. Ce que j'appelle la rente gazière, c'est pas exactement la même notion. La rente gazière, c'est le fait que, qu'est-ce que c'est qu'un État rentier? Dans la littérature, on a 3 conditions. Il faut avoir un secteur rentier qui est dominant dans l'économie, c'est le cas, un tiers du PIB, au moins. Le tourisme peut être un secteur rentier s'il est hypertrophié. Dans le cas, ce fut un peu le cas. La rente doit venir, les revenus doivent venir de l'extérieur, donc le fait que les revenus viennent de l'extérieur, ça crée une entrée de devises, si vous voulez, qui va apprécier le taux de change réel et qui va rendre moins compétitifs les biens d'exportation. Ce n'est pas le cas dans tout le temps, mais c'est le cas de certains pays de la région. Et puis troisièmement, la rente, elle est distribuée de manière clientéliste. Le fonds de recettes des hydrocarbures algériens a été dilapidé de manière procyclique, c'est-à-dire qu'il a été utilisé quand les vaches n'étaient pas maigres, au contraire, quand elles grossissaient, et il n'avait plus rien à faire quand les vaches y sont devenues maigres. Donc ça c'est la situation d'un État rentier qui distribue la rente au lieu de l'accumuler de manière rationnelle. Donc c'est pas la même chose que les rentes schumpeteriennes, qui sont des rentes d'innovation, qui sont liées à ce qu'on appelle en économie des surprofits, qui sont liées au fait que les prises de risque dans l'innovation sont énormes. Donc il ne faut pas les mettre sur le même plan, parce que sinon on donne un signal sur la transition politique qui est un signal finalement assez flou. Et donc moi je dis que dans le cas de l'Algérie, si vous regardez la rente pétrolière algérienne et gazière, elle était de 60 milliards de dollars, je vous donne un chiffre qu'il faut bien avoir en tête, en 2007, elle est de 30 milliards aujourd'hui. Sauf que la rente par tête de 1000 dollars, et quand vous regardez la part de l'armée dans cette rente, du budget de l'armée, elle était de 13 milliards quand la rente était de 60 milliards, elle est toujours de 13 milliards quand la rente n'est plus que de 60 milliards. Donc vous avez une situation dans laquelle la problématique de la transition politique se pose différemment en Algérie par rapport à la Tunisie. Cela dit, le point commun quand même entre les différents pays, et je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'on a un double échec dans ces pays, un échec de l'État et un échec des entreprises. Et donc la solution, effectivement, ça a été dit, l'État est la solution. Donc, ça me permet de répondre maintenant à la question de François sur la diaspora. Alors, il se trouve que vous avez vu que parmi les fléaux que j'ai cités, quelques minutes, mais très rapidement, parmi les fléaux que j'ai cités, il y en a un qui est que la région a une énorme diaspora à l'étranger qualifiée. Cette diaspora, elle peut être en connexion, et les pays qui ont mis en place des politiques ont su faire cela. Bénéficier des apports de la diaspora, ça ne tombe pas du ciel. Il faut des politiques. Et ces politiques, on rejoint la question des réformes de l'État, ces politiques, elles doivent être des politiques d'investissement dans la diaspora qui vont de pair avec la politique industrielle qu'on veut mettre en place. Il faut une politique industrielle. Et quand je parle de politique industrielle dans les pays de la région, je parle des politiques aussi des services. Parce que précisément, la question du verrouillage de la Tunisie ou d'autres pays dans les secteurs à faible valeur ajoutée, de l'assemblage dans les chaînes de valeur, c'est aussi un peu dépassé aujourd'hui. D'abord, ils n'ont pas réussi à remonter les filières. Et puis d'autre part, ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial, c'est l'un des défis dont a parlé aussi Mustapha, sur lequel je travaille, c'est que les entreprises industrielles, de l'industrie lourde, manufacturière, ont tendance à relocaliser la production dans les pays développés,
au centre, parce qu'il y a une robotisation qui est sans fin, une numérisation qui est sans fin. Par contre, ce qui est en train de partir du nord vers le sud, ce sont les services aux entreprises et les services à forte valeur ajoutée. Et là, on rencontre le stock de capital humain qui existe dans ces pays pour mener une politique de développement de la chaîne de valeur dans des services de la connaissance, ce que les anglo-saxons appellent les knowledge-based services. Et là, remonter les chaînes de valeur là-dessus, c'est bien plus intéressant parce que là aussi, on ne part pas de zéro, il y a des possibilités de court-circuiter technologiquement tout ça. Et puis, il y a une main-d'œuvre, il y a des gens qui sont qualifiés, qu'il faut former, tout ça, et ça répond au défi du numérique à l'échelle mondiale. Donc, il y a un vrai défi de diversification de l'économie qui, pour moi, doit passer par les services, et pas seulement par l'industrie. Et puis, troisièmement, la politique en direction des diasporas doit aider à cela. Mais encore une fois, la diaspora, les pays qui ont mis en place des politiques, c'est l'Inde, c'est la Thaïlande, c'est le Maroc, c'est le Sénégal. Ça consiste à connaître la diaspora, et non pas la surveiller mais la connaître, ne pas la punir mais la connaître. Et pour ça, il faut avoir des moyens d'ordre technologique, une grosse base de données, savoir où sont les gens dans les laboratoires, etc. Et puis mettre en place des politiques d'incitation à l'attirer, cette diaspora. Il ne faut pas la culpabiliser, il faut l'attirer au niveau de rémunération qui sont les siennes. Et les success stories, pour parler de success stories, c'est précisément des politiques qui ont réussi à marier des objectifs de politique industrielle à viser les services, l'industrie, le numérique, etc., avec une intégration de la diaspora dans ce processus-là. Et la relation de causalité, là, la littérature économique est bien précise sur la question, ça va des réformes et de l'État des pays d'origine vers la diaspora, et non pas de la diaspora vers les États. En d'autres termes, même si la diaspora est attachée, comme nous le sommes tous ici, avec le Maghreb des livres, on a tous un lien, plus ou moins, avec un des pays de la région, on est attaché, on a envie de faire des choses avec ces pays, etc., mais on ne le fera pas n'importe comment. Si on le veut faire efficacement, il faut qu'il y ait une politique derrière, qu'il soit une vraie politique d'investissement à la diaspora. L'Algérie, on est encore très 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 loin, dans un modèle plutôt, on est passé du modèle de culpabilisation de cette diaspora vers modèle aussi de surveillance vers un modèle de dénigrement. Et aujourd'hui, j'espère qu'elle va changer, elle va passer du dénigrement à une rationalité dans la disponibilité de cette diaspora. Le Maroc, il faut bien dire que c'est le seul pays qui a mis en place réellement des outils, mais il y a d'autres problèmes politiques qui se posent pour ce pays-là. Et je pense que c'est une clé de la solution de réforme de l'État dans ces pays de la région. La question de bénéficier de ces apports de la diaspora, qui est anormalement élevé, encore une fois, en termes de taux d'expatriation, ça me semble un enjeu central, mais qui ne doit pas se faire seul, qui doit se faire en relation avec la politique industrielle de diversification de l'économie. Voilà, je m'arrête là, parce que c'est bon. On va peut-être prendre une question. Excusez-moi, mais... Oui, allez-y. Je vais rester sur la question. Je vais essayer de me concentrer. Chef de projet, centre-ville, entreprise, informatique. Voilà. Il y a 2 jours, j'ai opéré de la sélection. J'étais très surprise au niveau des profils, qui est des jeunes maghrébins, la majorité des maghrébins, hommes, noirs, et des noirs. J'étais fort surprise. Bac plus 4. J'ai une attention toute particulière à la diaspora, et dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans le bâtiment, au niveau du sentier, qui est la vitrine c'est le sentier aujourd'hui, hein, au niveau du pays. Hein, voilà. Au sentier, l'immeuble au milieu, c'est que des Marocains embauchés dans le digital. Filles et garçons. J'étais très surprise, entre 29 et 35 ans. C'est superbe. C'est-à-dire que la diaspora, c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre sens aussi. Et c'est fabuleux. Je trouve qu'il y a aussi des propositions des pays dont on parle, hein, le Maghreb, il y a des propositions de revoir aussi la carte au niveau économique et industriel. Dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des compétences réelles et sérieuses qui nous viennent de nos pays d'origine. Il y a des contrats passés, des contrats, etc. Moi, ma question, c'était, est-ce que je relève, Monsieur Nabli, vous avez oublié la démographie galopante. Voyez le port de Tanger, voyez Agadir, ne serait-ce qu'au Maroc, que je connais bien. Voyez Paris même, Paris, tout se bouscule à cause de la démographie. Un ami historien m'a dit, regarde le monde comme il change. Tout bouge, parce qu'il y a de la naissance, il y a de la démographie qui explose tout. Et ça, je reviens sur le territoire, sur les différents territoires. Le territoire, il est aussi les formes de tampons. On parle de la Méditerranée, vous n'avez pas. Il n'y en a aucun qui a parlé de la Méditerranée. Le regard de l'Afrique, le roi du Maroc, il ne regarde pas l'Europe, il regarde l'Afrique noire. Le potentiel, il a derrière, dans le dos. Et là aussi, en termes de pays du Maghreb,
je regrette aussi qu'on ne regarde que l'Europe dans les schémas économiques. Il y a aussi autre chose à créer. Je parle de la création économique, industrielle. Il y a de la création à faire. Et là, nos pays sont en devenir de la création. Et voilà, je vous renvoie juste cette question au niveau de l'analyse profonde de l'économie. On va prendre l'autre question, comme ça on prendra en vrac. Madame. Merci. Moi, je vous remercie de toutes les informations que vous nous avez données et qui sont très, très riches, très intéressantes. Je fais une première observation, juste parce que je regrette qu'il n'y ait pas eu d'économistes marocains, parce que cela permet de compléter et de nous aider dans les apports, les points forts et les points faibles de nos pays. Et j'ai une question. Ne pensez-vous pas que les économistes du Maghreb ont un devoir de militer, de faire des SOS et d'attirer l'attention de tous nos pays du Maghreb, que sans l'intégration de toutes nos économies, on ne s'en sortira pas. Donc c'est un devoir pour vous, puisque vous connaissez parfaitement les structures économiques, et nous sommes fatigués de cette querelle entre l'Algérie et le Maroc. L'avenir, c'est nous tous. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose dans ce domaine. Merci. Merci. Et je crois qu'il y a encore un monsieur derrière. Oui. Voilà. Alors, moi, c'est une question un peu plus générale. C'est plus une observation. Ce qu'on observe de ce que vous avez dit, c'est que, en fait, on observe c'est un bilan assez général et assez détaillé sur les différents problèmes des économies du monde arabe, et on voit qu'il y en a plusieurs, mais en faisant un bilan, on voit aussi, si on identifie les problèmes, on peut identifier des solutions. Donc on a l'impression aussi que vous avez une idée claire de ce qui pourrait être fait, les initiatives qui pourraient être prises. Et par contre, et vous parlez toujours, vous dites que la solution c'est l'État. Et l'État, c'est pas que l'État, mais une des solutions, c'est qu'il y a un État qui prenne des décisions, c'est quand même assez important. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, comme moi je suis tunisien, et ce que j'observe, et je pense que c'est un problème assez général, l'État, c'est les politiciens. Et nous, ce qu'on observe par exemple en Tunisie, c'est une faillite de la politique. Il y a, et M. Mostafa Kemal Nebli en a parlé, on est dans du court-termisme d'une manière assez incroyable. Et je pense que ça, c'est une problématique qui n'est pas seulement arabe, qui est une problématique assez mondiale. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est en train de changer, les valeurs qui structurent le fonctionnement du monde et de l'humanité sont en train de changer. On parle de la crise climatique, entre autres, mais même le rapport des gens par rapport à leur vie, etc. Il y a des changements, vraiment. Et j'ai cette impression que c'est le système qui est en train de prendre le pas. Le système est devenu trop puissant, on est là, on le voit, on l'observe, on observe les failles, les problématiques qu'il y a, mais on est dépassé. On est un peu, il va vite, et comme, moi j'ai cette impression qu'il y a une urgence à avoir une vision politique de long terme, de moyen terme, global, dans un monde, dans une évolution, une rapidité qui devient de plus en plus forte. Donc tous ces éléments sont très difficiles, quoi. Parce que, voilà. Et juste, pour être un peu plus précis, il y a un des auteurs qui écrit, dont le livre c'est « J'y crois toujours ». Dans tout, voilà. Donc dans ce quand vous faites un bilan comme ça, quels sont les éléments qui nous permettraient un peu de voir un peu l'avenir, quoi. On en a parlé pendant le débat, il y avait quand même des propos qui étaient très optimistes. Rapidement, si vous pouvez répondre à la question. Est-ce que... Très rapidement, Madame, sur la question de la démographie, oui, c'est un problème important, mais je voudrais un peu peut-être vous nuancer un peu votre vision de la démographie. La démographie dans les pays du Maghreb, certainement, un peu moins au Moyen-Orient, est en train de changer de façon énorme. Ce n'est plus la démographie galopante dont on pense que... Vous savez, Madame, aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi en Tunisie,
qui rentrent sur le marché du travail a baissé par 2 pendant les 10 dernières années. La Tunisie est entrée dans la phase décroissante de la transition démographique. C'est un peu moins au Maroc, un peu moins en Algérie, mais ça vient. C'est en train de venir, à pas rapide. C'est les chiffres de la démographie, vous regardez, c'est en train de changer de façon radicale. Les taux de natalité ont baissé il y a de façon énorme depuis quelques années, et les effets sur la force de travail, etc., est en train de changer de façon énorme. Votre question sur Madame, sur les économistes du Maghreb, les SOS, etc., vous dire honnêtement, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Les premiers SOS, on les a fait en 1987, en 1989, en 1990, etc. Donc en tant qu'économiste maghrébin. Donc c'est pas moi, en tant qu'économiste maghrébin, on avait fait des rencontres, on a publié des livres qui sont là, qui sont connus. Donc en tant qu'économiste à la Banque mondiale, on a fait la même chose, etc. Donc les SOS dont vous parlez, les économistes, on en a fait des tonnes. Donc, et ça continue à se faire. Donc, oui, il y a des réseaux qui se font, etc. Donc, je suis d'accord avec vous, on le fait, mais bon, l'impact, vous savez, on connaît les raisons de ce blocage. Juste une dernière remarque sur les solutions. Une remarque intéressante, c'est-à-dire que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, cette question de l'État, de rôle de l'État, etc., c'est un problème mondial en fait. C'est pas un problème à nous, parce que ce problème, les démocraties elles-mêmes dans les pays à tradition démocratique avancée sont en train de se remettre en cause, c'est-à-dire le rôle de l'État et comment gérer l'État et quelle démocratie, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Et donc c'est à la fois un défi, mais c'est une opportunité aussi. Parce qu'on est là dans un monde qui n'est pas bien spécifique. Le système, l'État nouveau dont on a besoin pour le XXe siècle est à faire, est à créer. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est aussi faire partie de ce mouvement de création, de ce monde où on doit innover dans le domaine des institutions, dans le domaine de la gestion de l'État. Parce qu'il n'y a pas un cadre, un État idéal. Avant, on pensait, bon, il y a 20 ans, etc., on pensait qu'on avait trouvé la solution, qu'on voyait l'État, comment il est, etc. Mais en fait, il se trouve qu'en fait, il n'y a pas de cadre idéal, parce que le cadre idéal change en fonction de la technologie. La technologie est en train de chambouler tout, de changer la nature des structures étatiques dont nous avons besoin, qui sont les plus aptes, et ça permet de répondre un peu à ce débat de la question de l'innovation, c'est-à-dire Alexandre parlait de ces green shoots, c'est-à-dire c'est des pousses vertes qui sont en train et comment, donc tout le défi, c'est comment on peut avoir un État qui permet à ces pousses vertes de pousser, mais en même temps d'avoir un État qui joue son rôle, qui doit être celui de l'ordre, de la discipline, mais aussi de la redistribution, de voir les problèmes collectifs comme le changement climatique, comme les changements technologiques, comme la répartition des revenus, sur lesquels l'État doit se pencher et trouver des solutions. Et je vous remercie. Est-ce que vous prenez d'autres questions? Il n'y a plus de temps. Mais vraiment très vite. Je ne voudrais pas qu'on parte avec des ambiguïtés sur la question de l'État. En fait, c'est l'infrastructure étatique qui est nécessaire. En fait, mais ça passe par des réformes qui, dans les pays de la région, doivent passer par la fin de ce rapport de vassalité entre l'État et les entreprises, et de domestication des entreprises. Il y a des secteurs pour lesquels l'État est un monopole naturel, mais il y a des secteurs pour lesquels l'État doit laisser la place, mais assainir cette place de corruption parce que ça a des effets sur les mauvaises performances économiques de la région. Donc c'est plutôt une restructuration en force. Et dans certains pays, je parle encore une fois de l'Algérie ou d'autres, ça n'est pas possible compte tenu du rôle de l'armée et de son rôle fondamental, que les Algériens d'ailleurs parviennent à distinguer en termes de pouvoir politique ou en termes
armée légitime nationale pour assurer la sécurité des frontières. Ils le font, ils sont prêts à laisser à cette armée sa part dans la rente pétrolière si ils faisaient ce qu'ils appellent, ce que dans le mot d'ordre de l'Irak d'aujourd'hui, qui continue, c'est Dawla al-Madaniya Machi Askariya, une armée, une république civile, pas militaire. Mais ça, on n'y arrive pas. Donc enfin, à chaque fois, chaque situation est assez particulière. Mais le constat qu'on fait tous, c'est que compte tenu de la situation du sous-développement des entreprises privées et des problématiques aussi de crise de la formation et de l'enseignement, l'État doit être l'impulseur et le coordonnateur de ce genre de choses, mais ça passe par une démocratisation. Malheureusement, dans le cas d'Algérie, on regarde encore le pilotage à vue, au jour le jour des différentes mesures. C'est dû au fait que, précisément, la transition, et je suis absolument d'accord sur le fait qu'une transition sans un pouvoir économique moderne, intelligent, ne peut pas réussir, mais là, toutes les annonces qui sont faites par l'État, par le gouvernement en place, et y compris par celui-là post-décembre, 12 décembre, ne sont pas crédibles et ne sont pas légitimes, et pas à même d'emporter avec elles une adhésion. Et dernier point sur la démographie, la transition démographique, je suis absolument d'accord, je l'ai dit aussi dans mon propos tout à l'heure, a été l'une des explications de la révolution, des révolutions. Les taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, a commencé à chuter déjà dès la fin des années 90. Il y a quand même une situation particulière, là aussi à chaque fois il faut regarder chaque pays par pays. Il y a 3 pays qui sont en train de connaître une contre-transition démographique. Une remontée des taux de fertilité, des taux de fécondité des femmes qui est dramatique. C'est l'Algérie, pour des raisons dont je n'ai pas le temps de parler là, parce que sinon je vais frustrer mes amis, l'Égypte et le Soudan. Donc ces 3 pays connaissent des remontées qui vont leur poser des problèmes majeurs sur le marché du travail, alors que les autres pays, en effet, sont en train de connaître, d'une certaine manière, le dividende de la baisse du nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Voilà. Merci. Avant de nous quitter, j'aurais une question, parce qu'on a 2 acteurs économiques dans la salle. Et j'ai une question à vous poser par rapport à vos activités. Nous avons donc M. Alain Derby qui représente le groupe Veolia, qui est chargé des relations institutionnelles et directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Veolia, et notre ami Mezeni Jouriden, président de Weaving Group. Donc 2 acteurs économiques, tous les 2 actifs dans la région. Comme vous le savez, la relation commerciale traditionnelle est révolue avec les pays, notamment du Maghreb, mais je dirais de toute la région. Et aujourd'hui, il est demandé à ce que les grands groupes, les entreprises, s'investissent dans le long terme. Donc l'objectif, c'est clairement d'être dans une approche de long terme, de trouver un partenaire, de créer des emplois et d'être dans une logique de transfert de technologie. Donc qu'est-ce que vous faites chacun dans vos groupes pour aujourd'hui être dans cette vision à long terme et participer clairement à accompagner ces pays dans leur transition? Donc Fawzi. Pour moi, la situation politique, la transition politique et la transition économique, pour moi, elles sont liées. Concernant ce que peut faire une entreprise. Une entreprise, aujourd'hui, on voit qu'il faut qu'elle ait une raison d'être. Et la plupart des entreprises se sont dotées d'une raison d'être. Donc, je pense qu'on est passé d'une phase où on disait à une entreprise, il faut qu'elle soit prospère pour qu'elle soit utile, à une entreprise est utile si c'est parce qu'elle est utile qu'elle prospère, et pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise comme Veolia, qui a une mission de service public, qui traite des sujets sensibles, importants, qui sont la question de l'eau, gestion de l'eau, traitement des déchets, la question énergétique. Donc il faut voir aujourd'hui le monde arabe avec des lunettes nouvelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter avec une vision, celle du long terme et de l'anticipation. Si je prends l'exemple au Maroc, puisque le Maroc a été cité, nous avons créé une école de formation dédiée à nos métiers et qui, par la suite, va servir d'un côté d'incubateur pour toutes les autres entreprises qui souhaitent
avoir des jeunes formés et ils sont aussi dédiés pour nos métiers. Nous allons par la suite ouvrir une deuxième école à Rabat, prochainement, au mois de septembre, qui va faire exactement la même chose. Si on ne place pas l'humain au centre, avec la formation, c'est-à-dire en créant de l'espérance, que les gens se sentent valorisés, c'est là où le royaume chérifien s'est impliqué, parce qu'il y a quand même le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, l'Académie de Paris, donc ce sont des formations qualifiantes, diplômantes, reconnues, ce qui redonne de la fierté à cette jeunesse. Et si on n'a pas cette vision-là, eh bien, et on n'associe pas toutes les parties prenantes, parce que quand même tout le tissu tout autour, si on parle de sous-traitants, etc., ce sont des gens, des locaux, et qui font vivre tout le tissu local et régional, eh bien, la vision d'avant n'est plus valable. Elle ne peut plus s'appliquer. Il faut une nouvelle vision. D'où ce que je disais, je l'ai résumé comme ça très rapidement, hein, c'est la question de la raison d'être, c'est-à-dire, avant on disait, quand on est prospère, on est utile. Or aujourd'hui, on est utile, c'est parce qu'on est utile qu'on prospère, et pas l'inverse. Voilà, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps, et tout simplement pour vous dire que ces transitions, notre rôle, c'est de les accompagner. Pour cela, nous avons besoin évidemment d'une stratégie claire, des dirigeants politiques, des institutions robustes, parce que c'est quelque chose de très important, et les dirigeants, en fonction de ce qu'ils peuvent définir dans leur propre pays, va aider à stimuler tout le tissu économique. Et le rôle des entreprises françaises ou internationaux, c'est d'accompagner et d'aider à notre niveau et faire en sorte que le tissu, que la formation, que l'éducation, que l'investissement productif soient utiles à ces pays. Voilà. Merci Fauzi. Non, c'est bon. Merci Fauzi. Voilà, Méziane, acteur économique dans le secteur de la logistique, et plus que ça encore, comment ça se passe dans ton développement dans la région? Merci de me donner la parole, merci pour l'invitation. Juste rapidement, moi je représente, je dirige le groupe, c'est un groupe familial qui s'appelle Levi, qui a plus de 40 ans et qui est présent dans différents métiers comme la logistique, le voyage, le transport d'hélicoptères, l'épicerie fine et l'investissement. Donc un groupe très diversifié, et je vais juste parler très rapidement. Nous, c'est l'Algérie sur laquelle nous sommes présents à travers la société GoFast dans la logistique depuis plus de 30 ans. Et je rebondis sur ta question, François, sur les demandes publiques de s'inscrire dans le long terme. Moi, je n'attends pas, et on n'a jamais attendu qu'on nous demande quoi que ce soit. Le long terme, il est par définition, lorsqu'on s'installe sur un marché, c'est par nature, par définition, pour rester dans la durée. On n'est pas là pour faire des... En tout cas, ce n'est pas l'ADN de notre groupe. J'en veux pour preuve notre présence en Algérie, quel que soit le climat, et Dieu sait qu'il n'a pas été facile, nous avons toujours été là, on sera toujours là, quand bien même ce n'est pas facile. La difficulté pour durer, elle est relativement, entre guillemets, simple, en tout cas pour une entreprise privée, je parle du cas que je connais le mieux, c'est la justice, le droit, le respect des règles. Les écrire, c'est facile, les faire appliquer, c'est mieux. Et avoir de la visibilité et un respect des règles et du droit, c'est ce qu'il y a pour nous de plus important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre écoute, votre participation à ce débat. Je vous dis à très bientôt.